Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 175 de Sur la Terre des Hommes. Anthony Pomerleau, mon ami, comment vas-tu? Je vais très bien, toi? Je vais très bien, ça va bien, le retour à l'école, mon cher? C'était une journée assez mouvementée que j'ai passée pour la majeure partie en formation sur Zoom. Donc, OK. c'était le fun de voir les jeunes, c'était le fun de jaser avec eux, Ouais. mais ce fut de courte durée. Pour moi, c'est demain la grosse journée, OK. la première grosse journée. D'accord. Alors, nous allons briser l'espace-temps parce que nous sommes le 17 janvier et puis on vient de passer une première journée avec nos petits papoutes et nos ados dans les écoles. Alors, on va souhaiter que tout va aller pour le mieux, n'est-ce pas? Peut-être que quand l'épisode va être déposé, il y aura des scènes de Walking Dead dans les écoles secondaires et primaires. Mais pour l'instant, tout va bien. Mon cher Anthony, ce soir, nous recevons un invité, oui, dis-je bien, que tu m'as proposé et puis que j'ai dit, oui, absolument, je veux parler à Mike Tremblay, le plus beau de tous les hommes de la planète. Mike, comment vas-tu? Hey, ça va bien. Merci pour l'invitation. C'est le fun. Ça fait longtemps que Sur la Terre des Hommes et puis le supermatozoïde existe. Et puis, comme je disais à Anthony, puis à toi en même temps, par la même entremise, il n'y a jamais eu de collaboration. On n'a pas vraiment trouvé de sujet pour mélanger un podcast d'histoire et puis le supermatozoïde. Pour le bien des auditeurs, des abonnés de Sur la Terre des Hommes, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est au juste le supermatozoïde? Ben, c'est pas compliqué. C'est un podcast hebdomadaire. C'est le meilleur podcast d'opinion au monde. Absolument. Sinon, peut-être au Québec, mais en tout cas au monde, je pense. Au moins 200 pieds devant le crachoir. Je te dirais que le crachoir a pris pris les devants, on dirait, cette année. Ah ouais, c'est fou. Alors, je salue Martin et puis François. Ben voilà. Oui, puis on a une saine compétition, hein, quand même, oui. On va se le dire. Là. On veut toujours être le meilleur, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment simple, on a bien du plaisir. Mais c'est vraiment de parler de l'actualité. On essaie d'être le plus sarcastique, le plus drôle possible. C'est pas toujours évident, mais avec mon co-animateur Steve Depoche, on fait une belle revue de la semaine. Évidemment, les deux dernières années, on a parlé beaucoup de COVID, mais on a comme tendance à vouloir s'en éloigner un petit peu depuis quelques semaines. Okay. Ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien autant aux animateurs qu'aux auditeurs puis aux abonnés du Supermatozoïde. On sent vraiment qu'il y a plus de rire, plus de... Faut se changer les idées parce que oui, c'est un podcast d'opinion. Oui, c'est un podcast qui se veut informatif, mais en même temps, on veut que les gens s'amusent aussi. Tu sais, comme ce podcast-là va être le fun parce qu'on parlait des Beatles. Tout le monde sur la planète connaît les Beatles. Nous, des fois, on va parler de gens que les auditeurs ne connaissent même pas. Puis il faut rendre ça quand même agréable à écouter. Il faut quand même rendre ça intéressant. Puis ça fait 10 ans que je fais du podcast. Puis on essaye à chaque année de se réinventer pour que ça soit intéressant puis le monde ait du plaisir. Puis je pense que ça marche encore, la formule, cette année. Oui, parce qu'il faut dire que Mike fait du podcast avant que le podcast soit connu au Québec. Avant même, je crois que les applications de podcast existent quasiment. Ça fait 10 ans, le Supermatozoïde. 9e, 10e saison. Tout ça. Est-ce que tu marches par année, tes saisons, ou... Absolument. Oui, c'est ça. Je commence à l'automne pour terminer ça en juin. Donc, comme une saison de télévision là, ou de radio normale. Wow. Okay. Et puis là, t'es rendu à combien d'épisodes? Parce que moi, je te l'avoue, j'avais arrêté d'écouter le Supermatozoïde, pas à cause de toi, mon cher, mais bien sûr parce que tu t'avais allié à l'ennemi, c'est-à-dire Radio X. Ouais. Mais je pense que c'est une tendance qui a été quand même suivie par beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs de la première heure qui ont suivi cette tendance-là, puis j'en tiens pas rigueur à absolument personne. C'est comme ça, c'est une décision que j'ai prise. Okay. J'ai quelque chose à ajouter. Écoute, moi, j'ai poursuivi parce que j'écoutais 2 émissions de ce feed RSS-là. J'écoutais toi, puis il y avait aussi avec Christian Page. Oui. Comment s'appelle l'émission? C'est Radio X-Files. Radio X-Files, exactement. Donc, moi, c'est drôle, c'est comme... c'est quand tu es apparu là-dessus, parce que j'écoutais Radio X-Files, puis le Supermato est sorti là-dessus, j'avais vu un peu les publications, etc. Ça a repiqué ma curiosité. C'est là que j'ai découvert, entre autres, Steve Depoche et compagnie, puis je vais te dire, je le trouve comme... Sans dire
j'ai rien contre ce que tu avais fait avant. Je le trouve plus convivial, celui-là. Je trouve que je l'avais plus structuré aussi, de nouveau, genre, vous arrivez tout le temps avec les mêmes trucs, comme tu expliquais tantôt, la revue de l'actualité, vous en dites un peu, vous tournez ça un peu à l'humour, mais sans prétendre que vous êtes des grands humoristes. Vous faites ça de façon vraiment naturelle, puis moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent podcast. Mike, tu peux être fier du produit que tu as fait. Oui, merci. Chapeau, merci. mon gars. On pourrait appeler ça, on pourrait changer le nom pour la Ligue du Vieux Poil. C'est vraiment deux chums qui se rencontrent en studio et qui discutent ensemble. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que les auditeurs qui écootent le podcast, ils se sentent un petit peu interpellés, comme si c'était on brisait le 4e mur, puis c'était une 3e personne dans la discussion avec nous. Ouais. J'ai eu des messages de chauffeurs de truck ou des auditeurs qui disaient hey, j'avais le goût d'intervenir, je gueulais dans mon char parce que je voulais intervenir dans la discussion, mais ils disaient on ne pouvait pas vous appeler, c'était un podcast, c'était pas live. Ouais. Mais non, on a encore du plaisir à le faire 10 ans plus tard. Puis oui, c'est plus fun de le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'avant, j'étais seul. Ouais. J'invitais des collaborateurs par téléphone ou par Skype, mais c'est pas pareil qu'une chimie directement en studio, ce qu'on interagit, on se regarde, on se fait des clins d'œil, des signes, on rit. Je veux dire, ça paraît au niveau de l'émission. Puis pour répondre à ta question, Jérémy, 380 épisodes. Il m'en reste 20. Oui, on s'en va vers la 400e et le lancement d'une bière là, au mois de juin pour la 400e encore une fois. C'est notre 3e bière qu'on lance dans l'histoire du podcast. C'est vraiment cool. Là. Malade. Et puis, ça va être quelle sorte de bière que ça va être, celle-là? C'est une double IPA avec un houblon Citra à 7 %. Ça s'enligne vers ça, là, mais ça va être de quoi d'assez intéressant, là, pour vrai. Avec quelle microbrasserie, si on peut faire un peu de pub? Ah, c'est la microbrasserie La Forge du Mal des chums à moi, avec qui qu'on avait brassé la 300e, qui a été un succès retentissant. Moi, je me rappelle, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. On avait juste sorti 1500 canettes, qui s'est vendu, je pense, en 4 jours. C'est épouvantable. On avait fait un autre brassin de 3000 canettes qui s'était super bien vendu. Fait que ce coup-ci, je pense que on va te lancer 6000 canettes en partant. Un one-shot deal pour n'envoyer un peu partout, peut-être même en Abitibi. J'aimerais ça, en mettre un peu partout au Québec parce que c'est ça qui est le fun avec le podcast. Ça rejoint tout le monde. C'est pas juste du local. C'est des gens partout au Québec. C'est bien éclectique. Fait que on va essayer de rejoindre un peu tout le monde avec ce brassin de bière-là. Et puis ça, est-ce que c'est une entente entre toi et puis les Forges du Malte pour faire cette bière-là? Ben, tu payes pour faire ta canette, dans le fond, ta bière. C'est eux autres il y a un partenariat, oui? Oui, partenariat. Okay. Puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'il y a une partie des profits que la Forge du Mal a accepté de donner au Phare, FAR, ici à Trois-Rivières, qui est un centre d'hébergement pour les femmes qui vivent des climats toxiques, qui peuvent s'en aller avec leurs propres enfants pour trouver des solutions, être dans un endroit sécuritaire pour éviter la violence, éviter peut-être, on le sait, il y a eu beaucoup de féminicides là, au cours des 2 dernières années. Fait que il y a une partie des profits qui s'en va pour cet organisme-là qui me tient beaucoup à cœur aussi. Puis là, je vous vois réagir. Je pense que ça touche tout le monde, surtout nous les hommes qui se font beaucoup, peut-être pas bousculer par les propos, là, c'est un peu fort comme mot, mais on se fait souvent regarder comme en état des agresseurs. Ben, si au moins on peut faire notre petite part comme ça en encourageant ces organismes-là, ben, tant mieux. C'est juste bon là, pour tout le monde. C'est un très beau geste. Félicitations à toi, Mike, et puis aux Forges du Malte. Félicitations pour ça. Et puis, 380 épisodes en tout. Combien d'épisodes, Mike, que tu as fait seul? Tu sais, de 0, pas de 0, mais de 1 à plus que 200. Parce que moi, je me souviens que ta 200e, tu étais encore tout seul dans ce temps-là. Là. Ça fait quoi, une centaine d'épisodes que tu fais avec Steve? Ou, Ah, bien plus que ça. Je te dirais que au moins 150, c'est pas plus. Là. OK. Mais quand même, écoutez, là, on est à l'épisode 175 de Sur la Terre des Hommes. Et puis moi, après 20 épisodes seul, j'étais tanné. Et puis j'essayais de me trouver des collaborateurs, tout ça. Parce que seul, c'est très difficile. Puis surtout que quand tu as commencé, Mike, jusqu'à l'épisode 200, il n'y avait pas vraiment moyen d'enregistrer avec des gens qui communiquent avec toi. Maintenant, pour nous, Sur la Terre des Hommes, il y a StreamYard où est-ce qu'on peut afficher, on peut parler avec nos patrons, par exemple. On peut le faire avec des pages Facebook, etc. Mais mettons, pour nos patrons, tu jases avec eux autres, comme Hello de Mathieu Lauzon, etc. Fait que... c'est ça. Aujourd'hui, il y a plus de moyens, mais dans le temps, pareil comme si ça faisait justement 25 ans, c'était difficile quand même de faire ça, de
publier vers d'autres mondes, etc. Alors, voilà. C'est plus difficile d'atteindre les gens aussi. On y allait beaucoup avec Twitter, Facebook, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais ceux qui font du podcast, s'il y en a qui écoutent ça et veulent faire du podcast, posez-vous juste la question, pourquoi vous le faites? Si vous le faites pour être hyper populaire, il faut que ça soit une passion. Si c'est pas une passion, que tu n'es pas un bon communicateur et que tu n'aimes pas ça, faire du podcast, perds pas ton temps à t'acheter de l'équipement et en vouloir en faire parce qu'il y a juste toi qui vas l'écouter. C'est pas compliqué. Faut que tu sois passionné et que tu aies un message, tu aies de quoi d'intéressant à dire. Puis tranquillement, mais sûrement, ça va fonctionner puis les gens vont apprécier ton travail. Exactement, parce qu'il y a des gens qui n'avaient presque aucun contenu qui ont réussi à faire du podcast. Et puis, tu voyais que c'était par passion qu'ils le faisaient. Et puis, n'importe qui peut faire du podcast. Écoutez, moi, tout le temps m'en rappeler l'épisode 1 de Sur la Terre des Hommes, c'est moi avec le dictaphone de mon iPhone qui parle au dictaphone avant que j'aille d'un micro, etc. Fait que, voilà. Et puis, le podcast, toi, tu as connu l'époque sombre du podcast où est-ce que le podcast, le balado, n'était connu que par ceux qui en faisaient. Hein? On a connu ça, nous, avec Maillé Pas-de-Côte en 2016. On en parlait aux gens on a un podcast, un balado qui s'appelle Maillé Pas-de-Côte. C'est quoi, ça, un podcast? Puis là, maintenant, tu vois des annonces à la TV. Le nouveau podcast de Christian Page, par exemple, ou le nouveau podcast de Cube Radio. C'est vraiment très démocratisé, le podcast, maintenant. Et puis, c'est grâce à des pionniers comme toi, mon cher Mike Tremblay. Voilà. Ouais, merci, ça me gêne. Ouais. Hey, avant de commencer le sujet, parce que ça fait au-dessus de 10 minutes, mais je voulais te parler, mon cher Mike. Et puis, j'avais une question pour toi. Pourquoi que tu dis que tu es le plus beau de tous les hommes laids de la planète? Hey là, c'est toujours la question que je voulais te poser, ça. Pourquoi tu dis ça, là? Parce que ça date dans le temps du cégep. Je joue au hockey collégial, puis évidemment, je joue au hockey avec tous des beaux bonhommes. Puis j'étais, selon moi, là, évidemment, le moins beau de la gang. Donc, tous mes chums pognaient facilement, mais moi, il fallait toujours que je travaille sur l'humour. Un coup tout nu, la magie opère, ça va bien. Ça va. Mais je me suis dit, faut que j'arrive avec un petit pick-up line qui fait rire les filles, puis qui fait qu'ils vont oublier mon gros nez. Puis c'est juste ça. À un moment donné, j'ai sorti une fille, puis elle a éclaté de rire, puis elle a tellement trouvé ça sympathique que je me suis dit, femme qui rit, t'es à moitié dans ton lit. Ça a toujours été un dicton dans le temps du cégep. Évidemment, je fais un gros clin d'œil, c'est une autre époque. Mais en même temps, c'est sorti de là. À un moment donné, j'ai dit, salut, je me présentais comme ça. Salut, mon nom c'est Mike, je suis le plus beau des hommelets de la planète. Les filles partaient à rire, puis ça commençait avec une balle. Je commençais pas avec 2 strikes, contrairement à des fois où c'était moins facile. Mais c'est sorti de là, comme ça, tout bonnement, puis ça a resté le plus beau des hommelets. C'est vraiment un beau titre, en passant. C'est pas prétentieux. Non, c'est ça, c'est pas prétentieux, c'est sympathique, c'est drôle, alors c'est un beau titre. Alors voilà. Messieurs, commençons, si vous le voulez bien. Mon cher Anthony, on s'était promis de se revoir très bientôt pour le 2e épisode sur les Beatles. La dernière fois, on a parlé un peu de l'époque années 60, hein, voilà, des Beatles en général. Et puis là, on s'est dit, pourquoi ne pas parler justement du début de la fin, ce qui est le titre de cet épisode-ci. Comment que ça a fini les Beatles, mais avant, continuons sur notre belle lancée d'il y a maintenant presque 2 semaines. Le show sur le toit des studios Apple. J'aimerais que tu nous expliques, mon cher, comment on en est venu à se dire on va présenter le nouveau show de l'album, dans le fond, les tunes de l'album Let It Be sur le toit. On s'entend que c'est très peu conventionnel. Ben écoute, l'objectif au départ était de faire un album live. Hein? On voulait faire quelque chose qui allait passer à la télévision. Et puis là, de bon an, mal an, a mené à une visite sur le toit de l'édifice et puis a amené les Beatles à faire comme une prestation de peut-être une 30aine de minutes. À peu près, oui. Qui fut, dans le fond, la dernière présence en public du groupe. Et puis, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enregistraient dans les studios au sous-sol du building. Et puis, en allant faire cette espèce de prestation à l'extérieur-là et en captant ça, ils voulaient utiliser justement cette bande sonore-là pour compléter, dans le fond, l'album qui était en train de vouloir émerger de ce projet-là. Parce qu'au départ, c'était vraiment comme un projet, « Hey, les Beatles, sortez vos meilleurs tunes, on fait un show à TV. » Puis là, ils ont dit, « Hey, ça pourrait être cool, on pourrait faire nos propres tunes. » Ils sont mis à travailler là-dessus, etc., comme on a parlé au premier épisode.
Mais écoute, il y a des versions, dont je pense que c'est la version de Don't Let Me Down, qui est que quand vous écoutez l'album Let It Be, ce qu'on entend, c'est la version qu'on voit sur le toit. Mais on se rend compte que la version qu'on voit sur le toit, il y en a eu 3 ou 4. Ils ont joué à peu près 3 ou 4 fois les mêmes chansons pour essayer de pogner les meilleurs takes, puis redescendre. Moi, dans mon imaginaire, avant de voir Get Back, je suis certain, moi, qu'ils se sont fait une liste, puis ils nous enfilent ça une tonne après l'autre, puis que c'est prévu. Dans ma tête, moi, quand j'ai vu ces shows-là, parce qu'on les a tous vus avant, tu sais, moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là. Probablement que les grands amateurs des Beatles en savent plus, pourquoi ils étaient là, mais moi, je me suis jamais cassé la tête. Les gars, ils se pètent un trip, font un show sur le top, on entend ça à grandeur. Donc, on est dans cette situation-là, on est en 69, imaginez-vous, là, on est encore dans l'Angleterre. Tu sais, Thatcher, elle s'en vient. Là, fait qu'il y a un côté encore très conservateur. Oui. Donc, on a justement, puis ça, les gars, vous pourrez élaborer un peu là-dessus, on a justement une réaction du public très mitigée, très polarisée. Ouais. Très polarisée. Il y en a qui tripaient leur vie, qui étaient vraiment très contents, puis qui, même à la limite, surpris. Puis il y en a d'autres qui disaient que c'était bruyant, etc. Puis on s'entend, là, ça a amené à des démarches là, qui a fait que les policiers sont venus sortir leur gros bras, comme on pourrait dire. Ouais. Parce qu'on est à la suite, tu sais, mettons, de Sgt. Pepper, etc. Revolver, on est après ça, tu sais, où est-ce que les Beatles ont commencé, on en a parlé au dernier épisode, mais à consommer, n'est-ce pas? À faire des trucs plus expérimentaux aussi. Alors, les fans finis des Beatles les ont suivis, mais il y en a quelques-uns sûrement qui ont décroché, paumé. Avec le nouveau style. Il y en a qui n'ont jamais accroché. On le voit, entre autres, dans Get Back, là, juste de la façon qu'ils en parlent. Pour plusieurs personnes, à cette époque-là, ils dérangeaient. Mm-hmm. Et puis, le fait veut pas, les Beatles pouvaient se permettre d'être là, mais c'est pas tout le monde qui comprenait ça. Ouais. Qui pouvait se permettre de faire ça. Puis, tu sais, on peut faire des parallèles là, boiteux. Mais on entend souvent parler, exemple, le fameux surnom, les tartistes. Tu sais, on voit des artistes qui ont fait exemple, on va prendre le Bed-In à Montréal. Tu sais, le Bed-In, là, il y en a qui vont dire, c'est un trip. Tu sais, c'est pour la paix, mais il fait ça, c'était quoi, ça, au Ritz-Carlton? Ou Reine-Élisabeth, je pense. Reine-Élisabeth. Fait que, tu sais, il y a toujours des gens qui trouvaient un moyen de critiquer parce qu'ils dérangeaient, parce qu'eux autres, ils faisaient des choses un peu sur le coup de tête, coup d'émotion de même. Puis dans leur réflexion, ce que je trouve intéressant dans Get Back, leur réflexion, c'est pas nécessairement envers leurs fans, c'est pas nécessairement envers... c'est vraiment envers la musique qu'ils veulent faire ça. Mm-hmm. Ce projet-là, c'est pour la musique qu'ils veulent le faire. Tu sais, ils disent pas à nos fans, ils méritent qu'on leur... C'est sûr qu'ils disent pas ça parce qu'ils viennent de leur sortir, je sais pas combien d'albums en 7 ans. Mm-hmm. Fait que les fans, ils en écoutent encore. Mm-hmm. Mais on s'entend qu'on dirait que les gars savaient qu'il y avait comme une mission à faire avec ça. Puis, une mission ou une obligation? Moi, je sentais vraiment que le groupe... Parce qu'avec l'album... Moi, excuse-moi, pour moi... Obligation, j'aime mieux le terme obligation, Mike. Parce que y a eu une cassure à un moment donné. Les Beatles sont arrivés dans l'histoire de la musique au monde, là, c'est pas juste britannique, là, bien habillé, la petite musique yéyé, qu'on parle d'amour, on a du plaisir, tout le monde s'aime, on a du... Puis à un moment donné, il y a eu une cassure où ce que John Lennon a parlé que les Beatles étaient plus populaires que le Chris. Puis bon, il y a eu plein d'histoires comme ça, un peu weirdo. Ouais. Puis il y a eu l'album blanc qui, selon moi, ça a été l'album qui a vraiment commencé à montrer la distanciation dans le groupe. Puis je pense que cette distanciation-là s'est reflétée également chez les auditeurs des Beatles. Parce que au-delà de la musique qui a été éclectique avec Revolver puis Rubber Soul, même à la limite, là, dans les débuts, là, où ça commençait à changer un petit peu de style, les gens ont commencé à dire « Wow, attends un peu, là, c'est plus les petits Beatles, le fun, là, qui se brassent la tête puis qui ont du plaisir puis qui parlent d'amour. C'est les Beatles qui parlent de drogue. C'est les Beatles qui parlent de religion, qui parlent de... » Là, ça a comme dérangé, comme tu disais tantôt, les Britanniques un peu plus conservateurs. Puis c'est de là la réaction. Moi, j'ai senti la réaction dans Get Back.
C'est quand ils posent la question aux gens au bas de la rue pendant qu'ils font le show sur le toit, puis tu vois que « Ah non, moi, j'aime pas ça. » On voit qu'il y en a qui ont encore un petit goût amer dans la bouche par rapport aux Beatles. Pas qu'ils n'aiment pas leur musique. Ben, c'est ça. Ils ont carrément viré de bord en se disant « Ah, les Rolling Stones, les Beatles, c'est rendu les Rolling Stones, dans le fond. » Parce que dans le temps, les Beatles, c'était les garçons que tout le monde voulait présenter. C'est ça. Les propres, les Rolling Stones, c'est comme les rebelles. Tout le monde voulait marier leur fille à un Beatles, tu sais. Mais là, les Beatles sont virés beaucoup plus rebelles, beaucoup plus les cheveux. Là, on parle de drogue, on parle de ci, on parle de ça. Tu sais, on a comme diversifié sa musique, puis t'as raison. Ils l'ont fait pour la musique, mais évidemment, tu peux pas plaire à tout le monde. Contrairement à leurs premiers 3 ans, à peu près 4 ans de l'histoire des Beatles où ils plaisaient à tout le monde. Là, ils ont décidé de faire de la musique pour eux, mais il y a eu une espèce de séparation, une cassure entre les fans puis la première heure puis les fans plus jeunes, on peut dire. Puis comme tu as dit... J'ai converti... Oh, excuse-moi. Ouais, vas-y, je vais le dire tantôt. J'ai converti des amis aux Beatles qui, eux, avaient justement un préjugé défavorable par rapport à leur lover, leurs premières années très lover, quétaine-ish. Puis c'était souvent des gens qui avaient soit autour de la musique ou des mélomanes, etc. Puis je les ai souvent convertis avec, entre autres, des albums comme le White Album, Abbey Road et tout, Revolver, etc. Puis, sérieusement, ils ont tellement touché de choses différentes que même si on se dit qu'ils ont passé des bons garçons vers peut-être les plus crottés un peu, entre guillemets, comme les Rolling Stones là, qui roulaient leur boss, ils ont quand même demeuré eux là-dedans. Tu sais, il n'y avait rien qui ressemblait à eux. Ils ont quand même démarré des trucs qu'on n'entendait pas pareil ailleurs. C'était très innovateur dans le respect de leur capacité musicale qu'ils avaient. On s'entend, là. Tu sais, on n'avait pas... Tu sais, Clapton, il est venu faire un solo avec eux autres, là, mais Clapton n'était pas là toujours non plus parce qu'on aurait eu d'autres ligues de guitare là, dans les Beatles, on s'entend. Mais c'était le mix de ces gars-là ensemble qu'on dirait que chaque personne était sur son X. Mais maintenant, c'est que dans les relations interpersonnelles, malgré le fait que moi, je m'attendais à ce que McCartney et Lennon dans Get Back soient plus à couteau tiré que ça. J'ai vraiment été agréablement surpris de leur connivence, ouais, comment ils étaient. On dirait qu'ils formaient qu'un. À la limite, ça doit toujours être un peu ça. Ouais. Hey Mike, ça doit. Oui, excuse-moi. Excuse-moi en premier, mon chat, je t'ai vraiment coupé, mais t'as-tu vu la série Get Back sur Disney+? Oui, j'ai écouté ça. C'est vraiment intéressant, là. Je me suis abonné spécialement à Disney Plus pour 3-2-1 McCartney et Get Back aussi. Je me suis tapé ça à l'intérieur de 3 jours, je pense. Je me suis tapé l'intégralité. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, la période de Let It Be, l'histoire là, nous a montré que Let It Be, c'est un album où il y avait justement beaucoup de chicanes, c'était beaucoup à couteau tiré. Au contraire, ce qu'on a vu, j'ai trouvé ça un peu long, Get Back. Il y a peut-être des extraits où j'aurais coupé personnellement, là, comme l'album blanc où j'aurais fait un super bon album au lieu de faire un album double, mais ça, c'est personnel à moi. Là. Mais on voit que c'est fait dans la bonne humeur. C'est fait dans le respect de la création, mais moi, ce qui me dérangeait là-dedans, c'est tout le monde autour d'eux autres qui les poussait. Les poussait à aller enregistrer dans un grand studio au début de cinéma, qui n'avait pas rapport, que c'était froid, que c'était pas les Beatles, c'est pas eux autres qui décidaient, c'était comme le film, le projet de spectacle, le projet de ci, le projet de ça. Donc, comment tu veux créer quand t'as plein de monde qui te pousse, qui te tire le bras à gauche, à droite, hey, oublie pas mon projet, oublie pas ci, hey, oublie pas, là, on va tourner, là. Puis après ça, on va faire le spécial de télé, après ça, on va... C'est impossible, c'est impossible. Moi, je pense qu'à un moment donné, les Beatles se sont dit, gars, on s'en va dans les studios d'Apple, on va travailler sur nos chansons, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on va exploser. Là, déjà, on sait que M. Harrison, il était parti. À un moment donné, on pensait qu'il avait quitté le groupe, il est revenu, heureusement. Mais c'est là que tu vois qu'il était comme obligé de sortir cet album-là, puis ça pressait, puis c'est jamais bon. Surtout quand tu t'appelles les Beatles, puis tu as créé des choses aussi extraordinaires que tous les albums qu'on fait dans les 8 années avant. De te faire pousser comme ça, c'est jamais bon. Puis heureusement, ils ont réussi à faire de quoi d'extraordinaire quand même. Mais je continue à croire, puis je veux vous entendre là-dessus. Peut-être que vous en avez parlé dans le dernier podcast, mais Billy Preston a été la clé pour réussir cet album-là. Ouais. Billy Preston n'arrive pas,
Les chansons sont pas terminées, ils ont de la misère, ils font même pas le show sur le toit. Je suis convaincu, c'est la fin des Beatles. Je sais pas pourquoi, moi j'ai ce feeling-là. Un peu. Écoute, Mike, t'as nommé les deux trucs. T'as nommé les deux trucs que Billy Preston puis le changement de studio. C'est ça qui a tout changé, à mon avis. Parce que, justement, on en a parlé au dernier épisode, mais parlons-en, justement, de cette mission impossible de créer 14 chansons en 2-3 semaines, même pas. C'est vrai que les Beatles en avaient en banque, il y a des tunes, on s'entend, mais de faire 14 tunes, les enregistrer, puis après ça, être sûr de se pratiquer, de faire une générale pour ensuite les présenter dans un show TV. Puis là, on savait même pas au début du projet, on va-tu présenter ça à TV, on va-tu présenter ça genre en Libye ou à quelque part sur une espèce dans une espèce de vieux de vieille arène, si on veut, là, une espèce de vieux théâtre grec ou carthaginois, c'était vraiment n'importe quoi. Arrive justement cette discussion-là où est-ce que dans le documentaire Get Back, on n'entend pas le son, mais c'est des images où est-ce qu'on propose à McCartney, il fait un signe vers le haut avec son doigt. Puis là, McCartney est là, ouais. C'est vrai, on peut le faire là. C'est là qu'est arrivée l'idée justement de faire le show sur le toit parce que sinon, on savait plus. Là, on fait-tu un show de TV? Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Fait que c'est un peu le bordel de ce côté-là. Avant de continuer, mon cher Mike, je t'ai même pas demandé d'où ça vient chez toi, cet amour-là des Beatles. J'aurais dû en parler au début, là, mais d'où ça vient parce que quand on écoute le Supermatozoïde, je t'ai jamais entendu parler de cette passion-là, puis on voit que tu es vraiment passionné, tu connais ça. Oui, faire une petite histoire courte. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Et quand mes parents m'ont pas élevé, c'est mes grands-parents. Puis quand j'ai été habité chez mes grands-parents, la sœur et le frère de ma mère, eux autres, ils tripaient sur les Beatles, les Rolling Stones, Kenny Rogers, Led Zeppelin, The Who. Je veux dire, il y avait beaucoup d'albums, ils écoutaient ça en continu. Puis moi, je me tenais évidemment avec le grand frère, la grande sœur. C'est comme un peu mes grandes sœurs, ma grande sœur et mon grand frère à moi. Là. Mm-hmm. Et j'ai accroché vraiment sur le petit côté yéyé des Beatles dans ce temps-là. Moi, je tripais sur les premières tunes, je trouvais ça le fun. Puis en plus, ça me rappelait certaines chansons québécoises que j'avais déjà entendues. Okay. Donc, des Baronnets, puis d'autres reprises qui n'ont probablement pas payé leur redevance. Là. Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça n'a pas de bon sens. Pour ça, non, ça, je sais. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Mais pour faire une histoire courte, c'est ça. C'est là que ça a commencé. À un moment donné, ma tante, elle m'a donné ses vieux albums. Et c'est là. Puis ça a donné des années 90 où ils ont sorti l'anthologie en VHS. Ouais. Et là, je m'avais acheté l'anthologie des Beatles en VHS. C'était 9 VHS, mais je me les étais tapés. Là, je me suis mis à tout connaître l'histoire des Beatles. Je voulais en savoir plus. Les livres à la bibliothèque. Ça, les jeunes, la bibliothèque, c'est des petits cartons. Il y a des petits cartons avec des codes. Puis là, tu peux trouver un livre, puis il faut que tu lis avec les lignes. La cote Dewey, comme on l'appelait dans le temps. Là, les petits codes. Oh mon Dieu, Seigneur. La cote Dewey. Le code de 20 pieds de long là, avec 75 chiffres. Mais c'est parti de là parce que les Beatles auraient pu être un groupe très ordinaire qui chantait l'amour. Puis non, il y a une histoire derrière des Beatles. Il y a une histoire derrière plusieurs des chansons des Beatles. Il y a une histoire derrière George Martin, derrière tout le monde. Billy Preston, on a parlé tantôt. C'est des noms qui ne sont pas identifiés aux Beatles, mais ils ont fait partie de l'histoire des Beatles. Abbey Road, qui est un album extraordinaire. Je veux dire, moi, c'est un honneur que vous m'invitiez à soir parce que moi, je me rappelle, il y a des amis dans le temps du cégep, là, ils écoutaient, là, avant d'aller jouer un match de hockey, là, collégial, ils écoutaient du Metallica, Smashing Pumpkins, ça. Moi, je me tapais Abbey Road dans mon char en cassette. C'est pas rapport. Voilà. J'aimais ça. Ça me rendrait heureux. Ça me rendait bien. J'embarquais sur la glace puis je jouais une bonne game, tu sais. Mais ça vient de là, cet amour-là des Beatles. Oui, puis il commence bien avec Come Together, Abbey Road surtout. Puis, tu sais, écoute, cet album-là, là, Abbey Road, là, on pourrait peut-être en parler un peu, justement. Là. Oui. Tu sais, on dit qu'il fallait qu'ils sortent 14 tours dans un mois. Là. Il y en avait quand même quelques-uns dans la banque parce qu'ils ont sorti à peu près 16 autres sur lui. Là. C'est sûr qu'il y a une couple de tunes là, vraiment pas longue là, qui appelle le fameux medley que j'ai... entre autres, adoré le medley avec Golden Slumber et compagnie. Là, et McCartney le fait
sur les plaines en 2013, qu'on était les trois, là, hein, brag. Oui. Pas ensemble, mais on était dans la foule disparate, voilà. Fait que, tu sais, vous voyez, les Beatles, c'est gros de même. Là. Ouais. C'est gros au point que 3 gars qui ne savaient même pas qu'ils étaient là, jasent ensemble 10 ans plus tard de tout ça. Puis Abbey Road, qui est un peu le frère, moi je trouve, de l'album blanc, parce que c'est encore des trucs que les gars ont sortis un peu d'eux-mêmes, qui sont venus retravailler pour finir en studio. Tu sais, il n'y a rien de plate là-dedans, là, d'emmener ta maquette et de la travailler avec les Beatles, là, tu sais. Quand t'es Harrison, McCartney ou même Ringo au travers de ça, là, qui, si je ne me trompe pas, le Octopus's Garden, entre autres, hein, à cette époque-là. On le voit la travailler dans Get Back. Oui. Je trouve ça intéressant de voir tout passer sur les instruments. Puis ça devait être comme ça en studio. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui était là pour eux, c'était pas nécessairement le temps de jouer de la musique ensemble puis de composer. Je pense que c'est tout le reste. Puis on sentait que ces gars-là, là, ils étaient prêts à voler de chacun sur leur propre aile. Ils auraient pu avoir chacun c'est ça, ils ont eu chacun une carrière solo. Être vraiment très, très, très respectable pour tous. Même pour Ringo, qu'on voit encore aujourd'hui de temps en temps, faire ses petits caméos à gauche et à droite. Ouais. Fait que tu sais, tu regardes ça, puis veux pas, à un moment donné, tu te dis, quand il y a de l'intensité de même, puis que ça monte trop, à un moment donné, ça redescend. Puis de la façon que ça a redescendu, ça a été de la faute de tous et chacun. Yoko a passé dans le tordeur, tout le monde, mais je pense qu'à un moment donné, des fois aussi, t'es rien qui rendu là. Ouais, mais les Beatles, c'est tellement gros que ça prenait un coupable. Veux pas, là, tu peux pas dire... Ouais, c'est ça. C'est comme une série télé, comme Game of Thrones, ça prend un coupable. Ouais, c'est ça. Ça a tombé sur le dos de Yoko, mais dans le fond, les gars, ça faisait longtemps qu'ils traînaient ce malaise-là dans l'intérieur d'eux autres. Puis oui, chacun de leur côté travaillait des chansons. Moi, c'est la partie de Get Back que j'ai trouvée la plus intéressante. C'est qu'à un moment donné, ils pratiquent des chansons, juste des extraits, mais tu les reconnais. Tu dis, OK. OK. Lui, il dit c'est Road to Marrakech, mais dans le fond, c'est Jealous Guy qui va sortir plus tard, John Lennon. Exact. Tu sais, c'est ça. Moi, ça m'a fait capoter. J'entendais les riffs, je disais, hey, c'est telle chanson. Ben finalement, il la continue pas. C'est juste ils travaillent des chansons pour aller chercher leurs 14 chansons de l'album Let It Be, mais ils n'y arrivent pas à ça. Mais c'est pas grave. T'entends des extraits de Abbey Road, justement. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, comme Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, qui a sorti plus tard, qui avait écrit pour Linda Eastman. Tu sais, à un moment donné, il chante un extrait au piano. J'ai capoté. J'ai fait, OK, à date de cette époque-là, ça n'a pas... ça fait longtemps qu'elle est vire dans la tête. Puis, tu sais, c'est des tunes que tu dis, oh my God, il a sorti plus tard. Puis, moi, ce que je trouvais intéressant, Mike, là-dessus, là, puis je prends balle au bon, là, il marquait, quand c'était une Lennon-McCartney, on savait que c'était une Beatles, mais quand il jammait des tunes, puis qu'exemple, c'était juste Lennon ou c'était juste McCartney, on savait que c'était une pièce de leur carrière qui allait sortir éventuellement. En tout cas, que par après, on a su que. Puis Jay a amené le même exemple, si je ne me trompe pas, le Road to Marrakech pour oui, moi, j'ai capoté. Justement, au dernier épisode des Beatles, j'ai parlé de ça, Mike, là. C'était quelque chose de voir ça. Justement, ils commencent à travailler leur stock, puis ils ont du matériel chacun leur bord. Même Ringo, comme tu as dit tantôt, Paumé, c'est vraiment du bon contenu. Et puis, je trouve ça dommage que ça a pris plus de 50 ans. Ça a pris 50 ans, 52, 53 ans pour sortir ça. Parce qu'on en parle dans le documentaire, dans la série Get Back, qu'on veut, tu sais, ils se demandent pourquoi on est filmé, tout ça au début, là. Non, on veut faire un documentaire avec ça. Ça a pris plus de 50 ans pour sortir les images. Comme j'ai dit, malheureusement, mais au moins, nous sommes choyés de les avoir vus. Et puis là, vous m'amenez justement sur la piste de la séparation. On s'entend qu'on voit dans le documentaire, dans Get Back, que c'est des jeunes hommes qui semblent accomplis sur le plan artistique. Un Harrison, justement, qui tu vois dans sa face, qui a envie de sacrer son camp pour de bon. Tu vois un Lennon qui a tellement de stock qu'il peut partir demain matin. McCartney aussi. Comment ça s'est fait, la séparation, Anthony? En gros, là. Seigneur, il y a la question, un des gros points d'obstination. Il a été soulevé quand même dans le Get Back. Là.
Une des dernières cracks dans le vase, on pourrait dire, là, parce qu'il y a tellement de trucs, puis Mike, il va pouvoir en rajouter, c'est clair. Écoute, c'est le gérant des Rolling Stones plaisait énormément à Lennon. Puis Lennon vendait beaucoup cette personne-là aux autres membres du groupe. Puis Lennon, il a été charmé par ce gars-là, parce que ce gars-là, que la première fois qu'il l'a croisé, il l'a décrit comme s'il l'avait toujours connu. Puis ça, pour lui, il pouvait donner sa confiance en cet homme-là. De l'autre côté, McCartney, qui faisait un travail un peu parallèle, qui se disait quand même pas étant le boss des Beatles, mais comme le second boss, mais en même temps, lui, il voulait pousser la candidature de son beau-père, dans le fond, le père de Linda. Et puis, le litige a emmené ça, puis écoute, là, maintenant, il y en a un qui a claqué à la porte, puis là, dans le fond, au niveau des tabloïds, ça a sorti sur Paul McCartney. Mais c'est beaucoup plus complexe. Je pense que la séparation pourrait être un podcast à elle-même avec toutes les technicalités que ça a c'est un amalgame. Importé. Oui, parce que ça a duré longtemps. Les gars, ils étaient déjà partis dans leur truc solo. Lennon avait déjà fait Imagine. Le concert Bangladesh était déjà fait, je pense, avant que ça se règle au niveau judiciaire. Mais moi, je pense que le détail le plus important qui a apporté la séparation des Beatles, ou le début de la fin, si on peut dire, c'est la mort de Brian Epstein. Le gérant des Beatles, le jour qu'il est mort, les Beatles ont appris à voler de leurs propres ailes. Puis là, ce que je veux dire là-dedans, c'est que Brian Epstein avait un contrôle total sur les Beatles. Ça veut dire contrôle sur la musique, les tournées, tu rencontres pas qui tu veux, tu restes isolé. Bon, OK, un peu contrôle freak, mais le jour qu'il est disparu, les Beatles sont devenus 4 personnes indépendantes qui formaient les Beatles. Donc, il n'y avait plus personne pour les rassembler, de faire un noyau avec eux autres. Donc, les 4 personnes se sont mis à aller jouer avec Eric Clapton, avec un SC. Moi, je vais travailler ça. Là, ça a été le début de la fin. Dans les gens qui disent que c'est de la faute de Yoko Ono, vous êtes dans le champ. Elle n'a pas aidé. Elle n'a pas aidé. On s'entend, là. Elle n'a pas aidé. Puis ça ne devait pas aider de vouloir créer puis avoir toujours cette femme-là qui est à côté, puis à un moment donné, elle fait des chants de gorge. Ça ne doit pas être le fun. Là. À un moment donné, tout le monde doit se dire « Ah, pas encore. » Il devait se dire ça, mais il l'acceptait. Bon, c'est la femme. Puis on voit le respect, justement, parce que aller écouter cette série-là, je vous le dis, là, c'est indescriptible, les chants que Yoko Ono faisait. C'est tellement déplaisant pour les oreilles, là. Ça me tente quasiment d'en mettre un bout à la fin de l'épisode. C'est un chant de gorge, mais tu sais, il y a du chant de gorge. Il y a du chant de gorge, Mike, et puis mon cher Paumé, qui est vraiment écoutable. Mais ça, c'est du criage. Hey Jay, je suis un homme, j'ai manqué à coucher. C'est pas compliqué. Ça m'a quasiment provoqué un accouchement, ces cris de gorge. Là, je veux dire, ça m'intéresse pas. Mais voyait... Moi, ce qui me fait pleurer de rire, c'est la fille de... c'est pas la fille de Linda qui l'imite dans le micro vers la fin. Ah oui. J'étais genre, quand c'est rendu un enfant de ris-de-toi, c'était pathétique. Pauvre Yoko. Sérieusement... des fois, il aurait dû peut-être juste un peu plus mettre les briques. Ouais. Mais on voyait quand même, dans les extraits qu'on a vus, on voyait quand même le respect envers la conjointe de John Lennon. Il n'y avait pas, tu sais, t'as pas vu genre un Paul McCartney s'en aller puis avoir un plan de caméra sur lui qui était bien crampé puis en voulant se dire c'est donc bien n'importe quoi ce qu'il est en train de crier là, ne pas chanter, mais de crier là. Il y avait quand même un respect, tu vois, ce respect-là. Mais moi, Mike, jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, jusqu'en 2021-22, j'étais certain que Yoko Ono était la cause, pas une des causes, était la cause de la séparation des Beatles, mais on le voit très bien. C'est vrai que les images ont été triées sur le volet, là. Les extraits vidéo aussi. C'est pas elle, c'est pas à cause de Yoko Ono là, qui se sont séparés. Là. Puis comme on l'a dit, c'était des artistes qui étaient rendus là. Billy Preston a été le 5e Beatles, pas Yoko Ono comme certains ont dit. Non. Yoko comment je peux dire ça? C'est comme l'autre moitié de John Lennon. Je pense que John Lennon, probablement qu'il y a des Beatles qui lui en ont parlé personnellement, puis John Lennon a juste répondu que c'était sa mue, c'était son inspiration artistique. Je veux dire, tu sais, John Lennon, ça en est tout un. C'est un homme incroyable qui est mort beaucoup trop jeune, mais en même temps, il était rendu là dans sa vie, qu'il avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un. On sait que John Lennon, il y a beaucoup de rumeurs et d'histoires vraies et fausses à propos de sa sexualité. Donc, moi, je pense que dans Yoko Ono, il s'est retrouvé
il était bien, puis c'était comme une muse pour lui. Puis les gars, à partir de ce moment-là, comme fait, OK, ben si ça prend Yoko Ono pour que John Lennon soit toujours là, puis qu'il fait de la bonne musique avec nous autres, on va l'accepter. C'est un peu ça, là. Puis il veut pas. Il y a toujours eu, c'est une gang de chums. Une matriarche par-dessus lui, mais qui n'était pas sa mère. Ouais. Sa mère était malade étant plus jeune. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a retrouvé ça un peu avec Yoko, cette sécurité-là. Ça se peut-tu, Mike? Ben, je sais pas. Je suis pas psychologue, mais en même temps, ça se tient ce que tu dis. mais toi, Anthony, tu pourrais nous le dire, justement, tu connais ces mécanismes-là. Est-ce que John Lennon recherchait cette mère qu'il n'a pas eue en Yoko Ono? Écoute, au niveau affectif, c'est clair qu'il y avait, en tout cas, si on se fie à l'excellent film Lonely Boy, pas Lonely Boy, c'est ça, non? Nowhere Boy. Nowhere Boy. Lonely Boy, c'est une chanson des Black Keys. Nowhere Boy, si on se fie à ça, dans le fond, oui, tu sais, son père peu présent, l'a presque pas connu, vivait en Australie un bout. Puis sa mère, était considérée, tu sais, dans le fond, sa mère avait des problèmes de santé mentale, puis était considérée un peu là, comme pas autonome, mais pas pouvoir s'occuper de ses enfants, puis il était un peu frivole dans sa vie. Fait qu'il a grandi chez sa tante, dans un environnement assez encadré, puis lui, il a clairement, à mon avis, en tout cas, de quoi avec de l'impulsivité, et puis un grand esprit créatif. Donc, c'est sûr que c'était une bombe à retardement, John, puis c'est peut-être là-dedans là, qu'il a retrouvé probablement une espèce d'équilibre avec une présence féminine. C'est mon interprétation. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a étudié aux Beaux-Arts. Là. Je veux dire, le fait que Yoko Ono est un artiste, c'est venu le chercher directement. Certains, les atomes crochus là-dessus au coton. C'est sûr. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut dire que le mythe de Yoko Ono comme étant la cause de la séparation des Beatles est mort et enterré, ou bien il va encore avoir des gens qui vont dire que c'est la seule et unique raison pourquoi les Beatles se sont séparés? Avec le documentaire qui a été distribué, là, Get Back. Là. C'est sûr que ils n'ont jamais redemandé à Yoko de faire un projet avec les Beatles. Donc, ils ont souvent demandé de l'autorisation, probablement, parce qu'elle devait avoir des droits sur certaines choses par rapport à John Lennon. Mais sinon, je veux dire, à partir du moment où John Lennon est décédé, Yoko Ono n'appartenait plus à l'histoire des Beatles. C'est un peu ça, là. Donc, je pense pas qu'elle fait partie nécessairement de la séparation, mais c'est quelque chose qui avait peut-être pas besoin à cette époque-là d'avoir un boulet à traîner, là, parce que déjà que ça semblait lourd. Moi, je regardais Get Back, surtout au début, là, je trouvais que ça avait l'air lourd, là, d'écrire des chansons, de les répéter, de devoir un album aux gens parce qu'ils ne faisaient plus de tournées, ils ne faisaient plus de spectacle. Donc, j'imagine que d'avoir une Yoko Ono constamment dans leurs pieds, là, ça devait être lourd. C'est sûr. Parce qu'on en parlait justement au dernier épisode que, oui, Yoko Ono était présente, on dirait qu'elle est tout le temps là, on dirait qu'elle est tout le temps collée sur John, mais tu vois, souvent, les conjointes viennent voir les gars du groupe. Fait que, tu sais, on a tout le temps eu l'impression que c'était juste Yoko Ono qui allait voir son chum, qui allait voir John Lennon, tandis que les autres venaient aussi les voir sur l'heure du dîner ou quelque chose comme ça. Parce qu'au début de la série documentaire, les Beatles parlent que, justement, les autres, ils ne voulaient pas avoir de blonde avant, là, au début des années 60. Ils ne voulaient pas que leur blonde vienne pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils enregistraient. Mais là, tu voyais des gars plus matures accepter les conjointes. Alors, c'est quand même un bon pas d'avancement de ce côté-là. Ou ça cassait le malaise que les gars étaient obligés de se parler entre les takes aussi. Ouais. Je veux dire, quand ta femme est là, t'es pas obligé de parler avec ton autre chum avec qui t'es pas d'accord. Donc, moi j'ai senti aussi que pour eux, c'était comme une porte de sortie. Ça leur tentait pas de parler entre eux autres, quoi que ce soit. Ben, leur femme était là, les enfants étaient là, donc ils passaient à d'autres choses. Il y avait peut-être un peu de ça aussi là-dedans. Là. Absolument. Puis il était quand même conscient qu'il y avait des caméras aussi parce que veut pas, ça n'a pas filmé 24/7, là, c'était pas Big Brother leur affaire. Là. Ils ont même réussi à avoir une conversation vraiment inédite là, entre Lennon et McCartney, là, cachée d'un pot de fleurs à quelque part un micro, whatever. Là. Mais comme Mike dit, là, c'est probablement quelque chose pour apaiser parce que j'ai l'impression que quand les caméras étaient fermées puis tout, que des fois ça doit jaser un peu plus fort.
Surtout quand que George est parti. Là, ils n'ont pas emmené les caméras chez George Harrison, là, mais les jases, là, on entendait Manny McCartney dire que Yoko avait dit ci, puis Yoko avait dit ça. C'est comme si Yoko parlait pour John. Fait que j'ai comme l'impression là, que ça n'avait pas été nécessairement une promenade dans le parc, ces deux petits meetings-là chez M. Harrison. Absolument pas. Je vous dirais, messieurs, que dans le fond, un épisode de Sur la Terre des Hommes, c'est ça, mon cher Mike, c'est environ 45 minutes, une heure. Je crois que pour ce soir, on a pas mal traité les sujets qu'on voulait justement parler. Mike, je t'invite pour le 3e et dernier épisode sur les Beatles, où est-ce qu'on va parler de l'après, dans le fond, de l'ère d'après les Beatles. Alors, les carrières solo. Alors, nous t'invitons. Est-ce que tu es intéressé? Ben oui, avec plaisir. C'est sûr que c'est un petit peu... Je connais un peu moins les carrières de Ringo puis un petit peu moins George, mais quand même. Ben, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. T'es là puis on écoute Anthony qui parle. C'est pas grave, ça. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça, ce plan-là. Mike Tremblay, je te remercie d'être passé Sur la Terre des Hommes. Ça a été un plaisir de te recevoir. Hey, ça a passé trop vite, pour vrai. Lorsqu'on parle des Beatles, une passion comme ça, on parlait de deux de mes passions, le podcast et les Beatles. Exactement. Ben, exactement. Il manque juste l'avalanche du Colorado, puis je suis en business. Mon Dieu. Ouais, John Lennon. Il y a des belles choses à dire là-dessus, en plus. Hein. Ouais. Les 2 derniers buts de Cale McCord. Oh. Alors, John Lennon qui pose avec un jersey de l'Avalanche qui n'existait pas. Peut-être un jersey des Nordiques, qui sait, hein, qui sait. Alors, merci, mon cher Anthony. Hey, c'était un grand plaisir. Vraiment content aussi d'avoir fait ça avec Mike. On avait déjà eu une discussion en privé là, où ce que tu m'avais raconté ton histoire autour des Beatles. Puis quand on a fait juste avant le premier épisode, il était trop tard pour te coller à la chute, mais j'ai genre dit à Jay, Colin, on pourrait prendre Mike Tremblay et faire ça avec nous autres. Puis là, on s'est dit, on va l'inviter pour le 2e, puis si ça y tente, il viendra. Puis j'étais assez content que tu acceptes. Puis j'ai vraiment hâte qu'on se revoie. Puis écoute, t'as bien des anecdotes, je pense, qu'il y a encore à dire par rapport aux Beatles. On n'est pas obligé nécessairement de juste aborder l'après-carrière. On peut s'amuser un peu. Oh, absolument, absolument. Je peux même vous raconter que je suis passé à 10 minutes de croiser Paul McCartney en vrai à Québec. Ça, je peux vous raconter ça dans le prochain épisode. Ça va me faire plaisir. C'est certain. Alors, merci au patron d'avoir été là, d'avoir participé, de nous avoir écrit des... La force, c'est juste quelques petits bonjours. Alors, merci à vous d'avoir été là. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens érudits et nos 2 orateurs construction avec un S Rivard de Rwanda et je me souviens.org. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web, le surlaterredeshommespodcast.ca. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.